sans prendre trop de risques, je pense que chacun d'entre vous est au moins monté dans une voiture une fois dans sa vie. Que ce soit petit avec ses parents ou même maintenant pour vous rendre au taf ou en vacances. Mais aujourd'hui, il ne sera pas question de taxi ou de Uber, mais bien de situations qui se sont déroulées en utilisant sa voiture perso. Alors rapprochez-vous. Vous êtes déjà tombé sur des chauffards ou même des mecs qui refusent la priorité et vous avez peut-être déjà été concerné par un accident de voiture. Mais on ne va pas parler de ce genre de mésaventure. En fait, dans les histoires que je vais vous conter, les personnes qui étaient tranquillement au volant vont connaître la frayeur de leur vie, voire même flirter avec la mort alors qu'elles conduisaient. D'ailleurs, en parlant de voiture, vous pourriez peut-être connaître un autre type de mésaventure, comme acheter une épave avec un revendeur peu scrupuleux. Et justement, pour éviter ce genre de douille, j'ai une solution pour vous et ça s'appelle Car Vertical. Là, une fois sur leur site, en fait, c'est très simple. Vous n'avez qu'à rentrer le numéro VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule d'occasion que vous voulez acheter pour avoir un accès complet à son historique. Que ce soit un compteur trafiqué, des changements de propriétaire ou même un potentiel vol, vous accédez en quelque sorte au casier judiciaire de la bagnole. Et ça, c'est quand même hyper utile. Imaginons que j'ai envie d'acheter une Peugeot 3008. Voilà, ça ressemble à ça. Parce que je veux partir en vacances souvent et que j'ai beaucoup de potes. Donc, faut quand même un peu de place. Bon, après, tomber sur une annonce là qui m'annonce que la voiture est dans un état quasi parfait, je me dis, ok, bon, je vais checker sur Car Vertical, dans le doute. Et là, c'est un peu le drame. En fait, comme vous pouvez le voir dans cette image, la voiture, elle a en effet eu un très sale accident. Alors bon, certes, le compteur n'a pas été trafiqué, le véhicule n'a pas été volé, mais ça cache quand même quelque chose. Et comme le dirait un certain collègue youtubeur, eh bien, Car Vertical, ça peut vous empêcher d'acheter une sacrée merguez et vous épargner des problèmes futurs. Et ça, c'est quand même pas rien. Et là, avant que vous vous posiez la question, bien sûr, j'ai un code promo pour vous et c'est le code COMPTE. Et ça vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Et d'ailleurs, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, si le rapport d'historique du véhicule est vide, eh bien, ils sont hyper cool parce que vous récupérez vos crédits pour une future autre estimation. Bon, du coup, si vous avez prévu d'acheter une voiture prochainement, vous pouvez cliquer sur le lien en description et vous rendre sur Car Vertical. Ça peut vous être utile et vous épargner des petites déconvenues quand même. Bon, en tout cas, pour en revenir à nos histoires, elles nous ont été partagées sur Reddit et nous, comme d'hab, on les a retranscrits sans les dénaturer. On a juste rajouté des voix pour une meilleure immersion. Parce que au programme aujourd'hui, nous allons voir un drôle de piège en plein milieu d'une route. On va voir aussi un jeune homme insouciant qui a laissé monter une étrangère dans son véhicule et une balade nocturne tout à fait banale, mais qui va tourner au cauchemar. On est parti. Alors là, on remonte au début des années 2000 pour notre première histoire qui est racontée par une certaine Pain the Dead. On a décidé de renommer Alexandra. Bon, en tout cas, à l'époque, notre chère Alexandra, elle est dans une première année à l'université et elle sort depuis peu avec un garçon qui habite à quelques kilomètres de chez elle. Bon, habiter un peu loin de chez son petit copain, rimé donc avec pas mal d'allers-retours en voiture sur des petites routes bordées d'arbres. Mais nous, on en arrive à la soirée où Alexandra a la peur de sa vie. Alors cette soirée-là, elle s'était endormie chez son petit copain après avoir regardé un film. Et là, elle émerge difficilement vers 3h du mat et il est alors l'heure pour elle de prendre la route. Parce que elle dort pas chez lui quoi. Elle monte alors dans sa voiture, elle met le contact et elle commence son trajet en passant par un endroit de la ville qu'elle ne connaît pas encore très bien. Et à un moment, il faut quand même qu'elle coupe par une sorte de parc pour prendre une bretelle d'accès à l'autoroute. Et qui dit parc, dit quand même peu de luminosité, sachant que la maison la plus proche, elle est très loin. Bon là, Alexandra, elle est un peu dans le cirage et tout, mais elle continue d'avancer sur cette petite route, à rouler plutôt, et elle aperçoit une berline dorée arrêtée au milieu de la route. Quand je dis au milieu de la route, c'est vraiment au milieu de la route. Car la voiture était arrêtée de telle sorte qu'il était difficile de la contourner, quel que soit le sens dans lequel on circulait. Pour la petite information, il faut savoir que je suis très petite, et pas bien imposante. Environ 1m50 pour une cinquantaine de kilos, donc j'emmène pas large. Bref, je ralentis, j'essaie de voir si je peux apercevoir des phares venant de l'autre direction pour pouvoir contourner la voiture. Mais avant que je puisse me décider, un homme assez grand arrive en courant de l'avant de la voiture arrêtée, et il commence à agiter les bras pour attirer mon attention. Comme j'ai dit, je suis petite, jeune, seule, et il est 3h du matin. Il était hors de question que je m'arrête pour ce type. Alors, Alexandra nous dit que l'homme, il a pas l'air inquiet, ni même effrayant. Mais comme tous les autres paramètres déclenchent logiquement une alarme dans sa tête, dire la nuit, une bagnole au milieu et tout, là, ça lui fait quand même comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Bon là, elle continue de rouler à faible vitesse, dans le but de contourner le mec, mais il se place devant sa voiture pour lui barrer le chemin. Bon là, elle va verrouiller alors les portières de sa voiture avant de s'arrêter complètement. Elle a quand même des bons réflexes. Là, le type s'approche alors de sa fenêtre, il commence alors à lui parler et Alexandra ne comprend pas grand chose, mais elle arrive à lire sur ses lèvres. En fait, le mec lui demande de l'aide, il lui demande s'il peut emprunter son téléphone portable pour appeler quelqu'un. Là, elle lui fait comprendre que c'est hors de question et elle lui dit que elle est désolée. Ce à quoi le mec répond en posant sa main contre la vitre de la voiture avant d'insister pour avoir son téléphone.
Bon là, Alexandra commence à prendre peur. Elle va alors redémarrer pour sortir de là, quitte à lui écraser le pied s'il restait d'ailleurs sur la trajectoire. Mais finalement, elle a réussi à passer de justesse en évitant le mec, quitte à passer sur l'autre voie à contresens. Bon, en même temps, à cette heure-là, il y a personne. Là, elle regarde alors dans son rétro et elle voit que le type, il est là, au milieu de la route, en train de la fixer. Et elle voit clairement dans ses yeux qu'il est vraiment vénère. Il est en colère. Là, elle est toujours à faible allure. Elle retourne sur la bonne voie de circulation. Elle remarque alors que devant elle, à quelques mètres, il y a 3 hommes qui sortent des buissons. Et en fait, ils sont tous les 3 vêtus du même t-shirt noir et du même jean et ils la fixent du regard. Je peux presque sentir la colère qui émane d'eux. Je mets alors les gaz pour rejoindre le plus rapidement la bretelle d'accès. Je sens tout mon corps trembler et directement je me demande ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que ces mecs allaient me faire si je m'étais arrêtée ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. J'ai dû attendre longtemps et j'ai été sans cesse transférée parce que personne ne savait si je devais parler à la police du comté ou à la patrouille du coin. Lorsque j'ai enfin pu dire à quelqu'un ce qui s'était passé, ils ont envoyé une voiture pour vérifier. Et j'ai directement demandé à l'officier de me rappeler et de me faire savoir s'il les avait trouvés car je passe souvent par là. Alors là, la police a tenu Alexandra au courant et elle lui a dit qu'au moment où ils sont arrivés, les hommes et la voiture avaient bien entendu disparu. Mais qu'à peine 5 minutes après son coup de téléphone, une autre femme a appelé en racontant la même histoire qu'elle, au même endroit. Bon là, les flics lui ont juste conseillé de ne plus passer par le parc la nuit. Évidemment, il n'y avait pas besoin de lui dire, elle l'a plus fait. En tout cas, lorsqu'elle a raconté cette histoire à ses parents, sa mère a pleuré et son père était très en colère. Mais ils étaient quand même tous les deux fiers qu'elle ait pris la bonne décision, celle de pas s'arrêter et surtout de ne pas ouvrir. Bon, en tout cas, depuis ce jour, une règle a été instaurée dans la famille, celle de toujours envoyer un texto avant de prendre la route. Bon, cette deuxième histoire est contée par un certain DGR92, qu'on a renommé Doug, parce que ça collait bien. En tout cas, de ces mots à Doug, il est conscient que ce qui lui est arrivé n'est pas aussi waouh que certains trucs qu'il a pu lire sur le subreddit, mais que ça a quand même largement sa place. Et là, il commence son récit avec un peu de contexte. Ça s'est passé dans les années 2009-2010, un soir d'été qu'il avait passé chez sa copine. Et avant de partir de chez elle, ils passent tous les deux un peu plus de temps dans sa voiture, qui est une berline de type Dodge ou Pontiac du début des années 90. Car oui, en fait, visiblement, il se souvient pas de la voiture qu'il avait à l'époque. D'ailleurs, précision de taille, mais la voiture n'est pas équipée d'un système de verrouillage automatique. Et donc, quand sa petite amie est sortie de la voiture, elle a pas refermé la porte à clé. Et ça aura son importance. Gardez-le en tête. Bref, Doug finit par partir de chez sa copine pour rentrer chez lui. Et au lieu de prendre une petite route secondaire, comme il a l'habitude de faire, là, il décide de prendre la route principale. En fait, comme il est tard, il n'y a pas beaucoup de voitures. Mais il remarque quand même qu'une dame se tient à côté d'un arrêt de bus. Bon, là, la femme fait les 100 pas et Doug a l'impression qu'elle est anxieuse ou nerveuse à propos d'un truc. Et là, lorsque la dame voit la voiture de Doug, elle lui fait un signe de s'arrêter. Doug se rapproche alors et il se gare, il baisse la vitre à l'aide de, vous savez, la petite manivelle comme ça, voilà, comme les vieilles voitures, parce qu'il n'y a pas de vitre automatique. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la porte n'était pas verrouillée. Et, avant que je puisse faire quoi que ce soit, la dame a ouvert la porte côté passager et s'est assise dans ma voiture. Ça m'a logiquement surpris, mais j'ai pas eu l'impression que cette femme représentait une quelconque menace. Pour la décrire, elle est blanche, blonde et doit avoir entre 30 et 40 ans. Je lui demande du coup si elle va bien ou si elle a besoin d'aide. Elle me répond qu'elle essaie juste de rentrer chez elle, mais que son téléphone est mort et qu'elle n'a pu joindre personne. Elle me dit aussi qu'elle a raté le dernier bus, ce qui me semble plausible vu l'heure, et comme elle ne semble pas menaçante et qu'elle est déjà dans ma voiture surtout, je propose de la raccompagner chez elle. Là, Doug commence à remonter la route principale et sur la route, il lui demande où elle habite. Et là, après seulement 2 minutes de route, la femme lui dit de tourner dans un quartier résidentiel. Et c'est à partir de là qu'elle se met à parler sans arrêt. Et en fait, elle va dire plein de trucs du genre « Merci beaucoup de t'être arrêté, tout le monde n'est pas aussi gentil que toi, t'es vraiment mignon, tu sais, ta voiture est super géniale aussi. » Bref, elle ne s'arrête pas. Bon là, Doug, il est un peu perturbé et il répond juste un ouais, merci. Mais la femme, elle continue de lui parler. C'est tellement agréable de trouver quelqu'un qui est aussi confiant si tard dans la nuit. J'aime les gens qui font confiance, vraiment, je continue, blablabla. Bon, Doug, lui, il continue de rouler et à un moment, il arrive face à un stop. Là, il regarde à gauche, il regarde à droite pour voir s'il y a personne qui n'arrive. Et là, il remarque à ce moment-là que la femme, elle lui adresse un sourire vraiment flippant. Mais un sourire, vous voyez, façon Joker, qui va d'une oreille à l'autre et qui ne le met pas du tout à l'aise. Et puis aussi et surtout, il remarque que les pupilles de la femme sont très dilatées et que ses yeux s'agitent un peu dans tous les sens. Vraiment, folle dingo, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que ce n'était peut-être pas la meilleure idée d'avoir pris une femme étrange, tard dans la nuit et qui pourrait être droguée dans ma voiture. J'ai commencé à réfléchir à un moyen de la faire sortir de la voiture, mais je ne voulais pas non plus être impoli, car oui, j'étais jeune et stupide à l'époque.
Avant que je puisse réfléchir à un quelconque plan, elle m'a demandé mon téléphone pour appeler une amie et lui faire savoir qu'elle rentrait à la maison. Je lui ai menti en disant que je n'avais pas de téléphone. J'ai rapidement été pris d'un sentiment de terreur, car la sonnerie de mon téléphone était réglée sur très fort et toute notification ou message exposerait mon mensonge. Sans surprise et comble de la malchance, je reçois un texto quelques minutes plus tard et mon portable fait du bruit comme pas possible. Bon là, la femme se braque directement, elle demande à Doug pourquoi il lui a menti, pourquoi il lui a dit qu'il avait pas de téléphone, en insistant quand même qu'elle n'aime pas quand les gens lui mentent. Faut pas lui mentir à cette femme. Bon là, Doug, il est de plus en plus nerveux, et même s'il a l'air d'être en plein milieu d'un quartier résidentiel, il fait quand même très sombre. Et là, il est obsédé par une chose, faire sortir cette femme de sa voiture. Mais bon, il va pas non plus la larguer là, n'importe où, parce que ce serait pas gentleman, on va dire. Du coup, il continue quand même de suivre la route que la femme lui indique. Et là, il remarque qu'il se dirige vers une sorte d'impasse, indiquée par un panneau. Et à ce moment-là, une idée lui vient. Puisque juste avant d'arriver au stop, il s'arrête et il dit à voix haute que sa voiture fait un drôle de bruit et que la jauge de température l'inquiète. Bon là, Doug coupe le contact, il sort de sa voiture, il va ouvrir le coffre et là il dit qu'il a besoin d'une lampe de poche pour pouvoir examiner le moteur et qu'il va avoir besoin de l'aide de la femme, qui a l'air de son côté un peu contrarié quand même. Pourquoi il s'arrête ce con ? Bref, Doug va choper la lampe de poche, il se dirige vers l'avant de la bagnole et il donne la lampe à la femme. Bon là, son cœur bat la chamade, mais il essaye de rester calme pour ne rien laisser paraître et, d'une voix posée, il dit à voix haute qu'il a oublié d'ouvrir le capot, qui normalement s'ouvre depuis l'intérieur. Bon bref, du coup il y a un bouton, un truc comme ça. Donc bref, il retourne dans la voiture, il s'installe sur le siège conducteur, il ouvre le capot, pendant que la femme, de son côté, le fixe droit dans les yeux, toujours debout à côté de la voiture. Et là, d'un coup, Doug redémarre, enclenche la marche arrière et commence à prendre ses distances, sous les yeux médusés de la passagère du soir. Et après quelques mètres parcourus, il passe la première, hop, et il dépasse la femme, qu'il regarde toujours sans rien faire. En fait, la femme est à côté d'un lampadaire, ce qui permet à Doug de la voir une fois qu'il a dépassé avec sa voiture. Je remarque alors qu'elle tient une sorte de couteau dans sa main. Je vois aussi qu'un homme très grand est sorti de nulle part pour s'arrêter juste à côté d'elle. Au début, j'ai cru qu'il voulait l'agresser, mais j'ai rapidement compris qu'ils étaient ensemble. Bon, Doug termine son histoire en disant qu'il est conscient que c'est quand même entièrement de sa faute. En fait, il nous dit que c'est stupide de laisser monter une femme dans sa voiture, et encore plus stupide d'accepter de la raccompagner chez elle. Du coup, il sait pas trop pourquoi, elle a pas essayé de l'attaquer plus tôt, mais peut-être qu'elle attendait qu'il y ait le fameux grand type justement pour qu'elle soit avec lui, pour qu'elle ait plus de chance pour, faire ce qu'elle avait à faire. En tout cas, il se demande encore aujourd'hui si le but c'était de le voler ou bien pire. Bon, en tout cas, lui, il dit que son histoire était pas folle par rapport à d'autres. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Vous me direz en commentaire. Bon, pour cette dernière histoire, là, on remonte seulement au début des années 2020 avec les aventures d'une certaine Princess Siren, qu'on a renommée Sienna. Alors comme toujours, elle redonne du contexte et des précisions, à commencer déjà par le fait qu'elle adore conduire. Et Sienna, elle habite dans un coin un peu paumé du Nebraska aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pas rare qu'elle prenne le volant avec de la musique pour faire des tours pendant des heures. Vraiment, c'est une occupation, quoi. D'ailleurs, principalement la nuit parce qu'il y a moins de circulation. Et d'ailleurs, elle nous dit qu'en 5 ans de permis, elle n'a jamais eu le moindre problème jusqu'à la nuit qui nous intéresse, bien sûr. À l'époque, elle a 22 ans et elle traverse un moment assez compliqué dans sa vie, car elle a eu pas mal de problèmes familiaux sous fond d'alcool. Et même si en vrai elle a déménagé avec son copain depuis quelques temps, il reste encore des séquelles. Alors là, on en vient à la soirée qui nous intéresse, puisque un soir, quelques années donc, ça va pas fort. En fait, Sienna, elle est anxieuse, elle est stressée à cause d'un tas de problèmes perso, et elle préfère pas les aborder. Et là, comme souvent dans ce cas de figure, Sienna décide donc d'aller faire un tour en voiture. Ça lui change les idées, ça la vide un peu. Mais son copain, il est un peu prévoyant, il lui dit juste de faire attention, de pas trop partir longtemps, car quand même il est déjà tard. Et là, elle lui fait un smack, et puis elle prend le volant. J'ai fait le tour de notre ville pendant une 30aine de minutes, mais je me sentais encore sous le choc de tout ce qui se passait dans ma vie personnelle. Alors, j'ai décidé de rouler plus au nord, sur des autoroutes familières, sombres et sinueuses, à une seule voie. J'ai maintenu la voiture à une vitesse constante de 100 km/h, prenant les virages à un rythme plus lent au cas où un cerf aurait surgi au détour d'un virage. Et j'admirais simplement l'immense obscurité des champs enneigés et les arbres sans feuilles. Honnêtement, c'était un petit peu effrayant d'être toute seule, sans aucune voiture en vue, au milieu de nulle part, avec comme décor les champs de maïs morts, desséchés et recouverts de neige. On se serait cru dans un film d'horreur, et je m'attendais à voir un fantôme surgir dans mon rétroviseur ou un autre truc flippant du genre. En fait, la seule lumière qui transperce cette obscurité, ce sont en fait les phares de la voiture de Sienna, et donc elle doit quand même se concentrer pour voir quelque chose. Surtout qu'en vrai, elle roule pas mal, à 100 km/h, c'est pas mal. Bon, en tout cas, il est à présent plus de 23 heures, et elle se dit qu'une fois qu'elle aura franchi un rond-point qu'elle connaît bien, qui est encore à un bon quart d'heure de route, elle fera un demi-tour pour rentrer chez elle, et là c'est bon, elle aura fait sa soirée. Et là, en tout cas, Sienna, elle nous explique qu'elle est dans un état un peu bizarre. En fait, elle dit qu'elle n'est pas spécialement inquiète, mais que son imagination la force à penser au pire ce soir-là. Elle sait pas pourquoi. Bon,
Bon, elle nous dit qu'elle essaie de se rassurer en se disant qu'elle est seule et tranquille, qu'il n'y a pas d'autres automobilistes et donc qu'il n'y a rien à craindre. Sauf que peut-être pas. Parce que là, alors qu'elle est en train de prendre un virage, Sienna remarque un véhicule dont les feux de détresse sont allumés à environ 300 mètres d'elle. En fait, il s'agit d'une sorte de berline de couleur sombre dont une seule partie se retrouve sur le bas-côté, tandis que le reste de la bagnole en fait déborde de la route, comme si le conducteur avait voulu se garer en urgence sans être arrivé à le faire. À mesure qu'elle se rapproche, Sienna elle remarque que la portière du conducteur est grande ouverte, et lorsqu'elle ralentit pour passer à proximité, eh bien elle voit ce qui semble être du sang à l'intérieur de la portière ouverte. D'ailleurs, petite précision, mais elle ne voit personne, ni sur la route, ni dans la voiture. Mais autre précision, le réseau téléphonique est catastrophique dans le coin. Et sans surprise, elle n'a pas de réseau, en fait, quand elle check son téléphone. Là, elle commence quand même à paniquer parce que une femme seule sur la route la nuit en s'arrêtant près d'un véhicule vide qui porte d'ailleurs des traces de violence et sans possibilité de passer un coup de fil, il y a quand même beaucoup de red flags quand même. Bon, là elle nous dit qu'à ce moment-là, elle a regardé beaucoup trop d'épisodes quand même d'Esprit criminel et elle a lu peut-être trop de bouquins sur le true crime pour rester vraiment sereine. Mais bon, il y a quand même une petite partie d'elle qui songe au fait que quelque chose de grave s'est peut-être passé ici, vu le sang qu'il y a. Ces routes ne sont pas très fréquentées tard dans la nuit et les températures sont bien en dessous de zéro. Si quelqu'un est blessé ou en difficulté, il n'y a personne d'autre que moi pour l'aider. Mais j'ai quand même opté pour la prudence. Je reste dans ma voiture et je continue de ralentir pour m'approcher du véhicule. Arrivé à côté, j'ai baissé un petit peu la vitre passager, j'ai éteint la musique et j'ai crié pour demander s'il y avait quelqu'un. À ce moment-là, je reçois pas de réponse, donc je décide de redemander s'il y a quelqu'un, ne pensant même pas à quoi faire en cas de réponse positive. Il y a eu un silence pendant un moment, puis j'ai entendu un bruissement dans l'ombre des arbres, suivi d'une voix bourrue qui a dit « oui ». Bon, dans un premier temps, Sienna, elle est soulagée, et là, elle s'apprête à répondre à la personne, ou même de sortir de sa voiture, mais là, elle remarque 3 choses presque en même temps. Déjà, en passant près de l'autre voiture, elle remarque qu'il n'y a pas de dégâts sur le capot, ou même ailleurs sur le véhicule, et ça, c'est ce que Sienna trouve quand même étrange, étant donné quand même le sang sur l'intérieur de la portière. Aussi, elle remarque dans son rétro que quelqu'un est sorti de derrière la berline, et que, cette personne se dirige assez vite vers sa voiture à elle, et enfin, elle peut voir que, cette personne n'a l'air ni blessée, ni tachée de sang, et qu'il porte un masque. Et là, attention, pas un masque de type Covid ou un masque de ski, mais plutôt un masque ultra glauque, comme dans les personnages de The Purge, vous voyez, dans ce style-là. Et Sienna remarque aussi qu'il tient quelque chose en main, et que, vu sa longueur et sa forme, c'est sans doute un démonte-pneu ou même un pied de biche. Alors là, bien sûr, quand elle voit ça, elle appuie sur le champignon pour quitter les lieux le plus vite possible. Et dans le silence de la nuit, elle peut entendre un hurlement, mais un truc qu'elle n'arrive pas à décrypter. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est autre chose? Bon, son cœur bat à toute allure, elle commence à trembler de partout, il n'y a rien qui va. Et là, alors qu'elle s'éloigne, elle jette un dernier coup d'œil dans son rétro pour voir si quelqu'un montait dans la fameuse berline qui était arrêtée pour la suivre. Mais elle remarque juste ce type, cette personne, cette silhouette avec l'objet long et contondant au milieu de la route en train de la fixer. Et au moment où Sienna regarde la route, elle voit un deuxième homme émerger des arbres, exactement le même endroit où elle avait déjà entendu du bruit. Et lui aussi, il porte l'un de ces masques un peu flippants, mais il n'y a pas de sang sur lui. J'ai probablement enfreint toutes les lois relatives à la vitesse cette nuit-là, mais je voulais m'éloigner le plus possible de cet homme. Dès que j'ai atteint le fameux rond-point, j'ai tourné vers la ville, je me suis garée sur le parking de Walmart, qui heureusement était encore occupé par des voitures de ceux que je supposais être les gars qui bossaient sur place et fermaient le magasin. Une fois à l'arrêt, j'ai commencé à faire une crise de nerfs. Lorsque j'ai pu me ressaisir, j'ai appelé un de mes amis, Thomas, qui est officier de police, pour lui raconter ce qui s'était passé et ce que je devais faire. Il s'est inquiété pour moi après m'avoir demandé si j'allais bien, il m'a dit que comme c'était en dehors des limites de la ville, il ne pouvait pas faire grand-chose de son côté, mais qu'il pouvait prendre contact avec la police locale ou le shérif de cette juridiction pour prendre ma déposition et chercher à en savoir plus. Là, Sienna accepte évidemment en attendant l'arrivée de la police et elle appelle son petit ami. Et de ces mots d'ailleurs, et au milieu de ses sanglots assez hystériques et paniqués, elle a quand même réussi à lui expliquer ce qui s'était passé. En tout cas, Sienna décline la proposition de venir la chercher, car de toute façon, elle doit attendre que la police vienne. Et elle doit rester sur place. Bon, peu après, la police arrive enfin et Sienna leur explique tout. Là, les flics lui expliquent qu'ils vont directement aller voir pour essayer de les choper, mais malheureusement, il y a trop peu d'informations. Et comme Sienna n'avait pas de dashcam, Sienna ne peut pas non plus leur donner de description précise des hommes et elle n'a pas pu non plus relever la plaque d'immatriculation de la berline. Globalement, à part le fait qu'il y avait 2 hommes masqués autour d'une berline assez sombre et ensanglantée, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Bref, après avoir fait sa déposition, Sienna est rentrée chez elle et elle est restée recroquevillée contre son petit ami toute la nuit.
Bref, depuis cet incident, en tout cas, la police ne l'a jamais recontactée. En tout cas, quand ils sont arrivés sur place, manifestement, ils n'avaient rien trouvé cette nuit-là. Et elle termine juste son discours en disant qu'elle est simplement reconnaissante d'être encore là et de pas avoir arrêté sa voiture pour en sortir. Il y a encore beaucoup de questions qui lui viennent en tête aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il y avait vraiment du sang à l'intérieur de la voiture? Ou est-ce que c'était un piège? Est-ce qu'ils ont blessé quelqu'un ou autre? En tout cas, elle termine son témoignage en disant que depuis, elle a drastiquement réduit les tours en voiture en pleine nuit, au milieu de nulle part. Eh bien voilà pour nos histoires du jour. En tout cas, si de votre côté vous avez déjà vécu des trucs un peu bizarres alors que vous étiez en voiture, vous conduisiez ou pas, vous pouvez le raconter ici, ça sert aussi à ça l'espace commentaire. Je crois pas avoir de souvenir du coup de cette nature en voiture, après ça a pu arriver, hein. C'est vrai que la voiture je la prends depuis que je suis petit, donc comme beaucoup, un peu dur à dire. Bon, peut-être que ça va me revenir, mais après la vidéo, donc je vous en parlerai peut-être en commentaire ou peut-être pas. En tout cas, si vous avez prévu d'acheter une voiture prochainement, pour vivre des expériences en vous baladant et compagnie, faites attention et n'hésitez pas à checker en fait si la voiture elle est conforme avec Car Vertical, vous avez le lien en description. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt.